Bonsoir à tous. Du coup, bienvenue dans ce meet-up pour qu'on puisse du coup échanger ensemble et parler d'immobilier. Du coup, on va commencer par se présenter brièvement avec Erwan, et puis on pourra échanger par la suite de pas mal de sujets autour de l'immobilier notamment, et puis terminer par des questions-réponses pour pouvoir voilà répondre aux différentes questions de chacun. Du coup, je commence par me présenter, puis je te laisse la parole, Erwan, si ça te va. Ça marche. Donc moi, je m'appelle Simon Cadar, donc je suis aujourd'hui investisseur et conseiller en investissement locatif. Donc je suis basé sur Lille et je travaille sur le Nord. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients dans l'investissement locatif. Donc de l'idée de départ jusqu'à la mise en location sur toutes les différentes étapes d'un projet d'investissement. Aujourd'hui, j'accompagne et je conseille mes clients. Et accessoirement, anciennement donc ingénieur d'affaires chez Extia sur l'agence lilloise. Et je te laisse, Erwan, en faire de même. Bonjour à tous. Donc moi, en effet, Erwan Rouxel, donc ingénieur d'affaires chez Extia, et pour le coup, j'ai le parcours inverse de Simon. Moi, j'ai commencé dans l'immobilier. J'ai travaillé pour le crédit foncier pendant 3 ans. J'ai travaillé après pour Boursorama au lancement du crédit immobilier de cette banque en ligne que tout le monde connaît, je pense, en tant que conseiller crédit immo. Et puis après, derrière, je passais en tant que référent sur le plateau. J'ai enchaîné derrière chez Before Bank, autre banque en ligne, du coup, pareil, en tant que référent crédit immobilier. Et puis, du coup, j'ai rejoint Exia par la suite, donc toujours passionné d'immobilier. Donc, je reste toujours à l'affût de cette actualité et c'est pour ça, du coup, que j'ai participé à ce meet-up. Voilà. On va aborder différents sujets dans ce meet-up autour de l'investissement locatif et l'investissement immobilier. Je voulais, pour ma part, commencer par faire un petit état des actualités récentes, parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui est très vivant, qui évolue beaucoup dans le temps. Donc, la note qui est située sur la gauche de la slide, c'est une note des notaires de France. L'idée de cette note, je vais pas la relire, mais c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que le marché immobilier se porte très bien. Il y a énormément de transactions et on est sur des hausses par rapport aux années précédentes qui continuent à évoluer. Il y a quelques craintes sur ce début d'année par rapport aux différentes évolutions bancaires et c'est pour ça que j'ai mis en gros au centre le logo du HCSF. Vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez l'actualité immobilière. C'est le Haut Conseil de la stabilité financière qui émet des recommandations qui maintenant font office de loi pour les banques, et notamment donc sur les conditions d'accès du crédit. Une des notes et des gros changements qu'il y a eu sur la fin d'année dernière, donc c'est le changement donc de ce qu'on appelle le taux d'effort. Donc c'est concrètement ce qu'on appelle dans le jargon le taux d'endettement. Donc il est passé de 33 à 35% des revenus nets. Donc ça c'est quand même une chose importante. Ça sous-entend qu'on a une capacité aujourd'hui d'emprunter davantage. Maintenant, les conditions d'accès du crédit, on attend encore de voir comment elles vont évoluer et on va en reparler tout à l'heure avec Erwan. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on va voir comment les choses évoluent, notamment par rapport aux durées de crédit, à la nécessité de mettre des apports et ce genre de choses-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, la capacité d'emprunt a été rehaussée, on va dire. Autre point d'actualité important et qui est très dans l'air du temps parce que ça vient d'être voté en fin d'année dernière. Donc c'est tout ce qui est lié au diagnostic énergétique et au ratio énergétique des biens immobiliers. Donc, il faut savoir que l'État est en train de durcir les conditions, on va dire, énergétiques des logements. Donc, à savoir que en 2023, tous les logements sur le marché locatif qui auront une classe énergétique de F ou de G vont se voir geler et être en interdiction de louer. Donc, ça sous-entend que, en tant que bailleur et en tant que propriétaire qui fait du locatif, eh bien, il y a la nécessité d'avoir voilà des logements qui sont performants énergétiquement parlant et de mettre en place des choses pour rénover l'ancien et faire en sorte que on sorte du parc immobilier. En tout cas, c'est la volonté de l'État. Les passoires énergétiques, hein, c'est le terme employé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à avoir à l'esprit quand on fait du locatif et surtout dans l'ancien. Et enfin, dernière actualité, vous devez bien entendre parler, on vit les dernières heures de la taxe d'habitation, puisque
puisque c'est sa dernière année en 2022. Elle sera totalement supprimée, définitivement même supprimée en 2023. Donc c'est quand même une action importante, surtout pour les locataires qui louent les biens qu'on peut mettre en location. Donc l'investissement immobilier, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier? On voulait partir quand même de la base. Aujourd'hui, l'investissement immobilier peut prendre beaucoup de formes. Il y a énormément de types d'investissement. On en a listé quelques-uns. Alors, il doit certainement y en avoir d'autres. On a essayé d'être le plus éclectique possible. Aujourd'hui, on va retrouver l'investissement locatif. On se rend compte que dans l'investissement locatif, il y a plein de possibilités, on va dire, de faire du locatif. Ça peut être de la location nue, ça peut être du meublé, ça peut être de la courte durée avec les plateformes comme Airbnb, ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être des parkings, des immeubles de rapport. Il y a vraiment plein de possibilités. Chacune d'entre elles va avoir des avantages et des inconvénients. L'idée étant de pouvoir trouver ce qui est le plus adapté à chacun en fonction des projets et des souhaits de ce qu'on veut y faire. On a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des achats-reventes. Donc, on achète, on met en place éventuellement de la rénovation, de la découpe, donc c'est-à-dire prendre un immeuble et en faire plusieurs appartements, ou même des fois juste acheter pas cher et revendre un peu plus cher. Donc, c'est des possibilités également en termes d'investissement. On peut acheter des SCPI. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Donc, c'est des parts de foncières qui possèdent de l'immobilier. On a le viager, on a également la promotion immobilière pour les personnes qui veulent bâtir, que ce soit de la maison ou du logement en appartement. Donc voilà, il y a plein de formes. C'est vraiment l'idée de ce message, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement immobilier, il prend plein de formes différentes. Et chaque forme va, comme je le disais, avoir ses avantages et ses inconvénients. Et le but, c'est pour tout à chacun qui veut aller dans l'immobilier, trouver le type d'investissement qui va être le plus en phase avec ce qu'il souhaite et avec ses particularités propres. Donc pourquoi investir dans la pierre? C'est toute la question. En fait, il y a plein de raisons différentes, et c'est ce que je disais avec les différents types d'investissements. Certains vont vouloir investir pour payer moins d'impôts, certains vont vouloir investir pour préparer leur retraite, pour se créer du patrimoine, pour gagner plus d'argent, pour avoir une maison au soleil, pour prévoir les études de ses enfants. Enfin voilà. Il y a plein de possibilités et je pense que quand on veut investir dans l'immobilier, il faut commencer par là, c'est-à-dire se demander pourquoi on veut le faire. Parce qu'en fonction de pourquoi on veut le faire, ça va définir justement ces types d'investissement, cette typologie d'investissement qu'on va faire. Et on va parler tout à l'heure un peu d'aspects fiscaux. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on disait en préparation, on pourrait faire 3 ou 4 meet-up sur la fiscalité immobilière, je pense. C'est pas forcément le but ce soir. Mais en tout cas, voilà, savoir pourquoi on investit, c'est savoir derrière aussi quoi faire, comment le faire et faire en sorte que ça corresponde à ses souhaits. Donc, avantages, inconvénients de manière générale, sans rentrer dans du cas par cas sur les types d'investissement. Aujourd'hui, l'investissement a quand même plusieurs intérêts et plusieurs avantages, notamment le fait que c'est quelque chose de tangible et de très concret. C'est ce qui plaît souvent d'ailleurs, et moi typiquement qui suis investisseur, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est qu'on peut aller voir son bien, on sait ce qu'on achète, donc ça c'est quand même très intéressant je trouve. C'est également un rempart contre l'inflation. Alors c'est très dans l'air du temps l'inflation, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'elle est assez forte, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'immobilier c'est quand même un très bon rempart contre l'inflation puisque votre bien va prendre de la valeur avec le temps et j'ai mis sur la droite une courbe qui montre un peu l'évolution des prix de l'immobilier depuis 1998. Donc on voit que même s'il y a des crises de temps en temps, la tendance est quand même énormément à la hausse. Donc votre bien va prendre de la valeur et vos loyers étant la plupart du temps indexés sur l'IRL, donc l'indice de référence des loyers, va également prendre en considération le coût de l'inflation. Donc en fait, vous allez avoir un patrimoine qui prend de la valeur dans le temps et vous allez avoir des loyers qui suivent l'inflation. Donc, en fait, vous n'allez jamais subir l'inflation. Vous allez toujours, au moins, au minimum, la suivre. Donc, c'est un vrai rempart à l'inverse du livret A ou d'autres produits d'épargne qui peuvent parfois aussi subir l'inflation. On a vraiment sur quelque chose qui fait rempart à ça. Il y a l'effet de levier du crédit qui est très intéressant et on en reparlera, Erwan en reparlera sur l'aspect crédit justement et financement. L'effet de levier du crédit aujourd'hui vous permet d'investir avec
je vais tirer le trait en très gros, mais avec quasiment 0 € en fait. Même si c'est de plus en plus difficile d'avoir des crédits sans apport, aujourd'hui, avec peut-être 10 000 ou 15 000 €, vous pouvez lever de la dette avec l'emprunt de 100 000, 150 000, 200 000 €. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est le seul, ou en tout cas l'un des seuls à ma connaissance, produit d'investissement qui permet d'avoir cet effet de levier. Vous n'aurez jamais cet effet de levier à la bourse, dans les actions ou dans les assurances-vie. Donc, c'est quand même un effet très, très positif. La diversification, parce qu'aujourd'hui, comme je le montrais, il y a plein de possibilités d'investissement et donc ça vous permet de divertir. Et la performance sur le long terme, on en a déjà parlé et la courbe sur la droite de la slide en atteste. Concernant les inconvénients, c'est un investissement qui est forcément peu liquide. Aujourd'hui, une vente immobilière, on va dire qu'il faut au minimum 4 mois, au maximum 6-8 mois, on va dire, pour mener une vente à bien. Donc forcément, c'est peu liquide. Ça demande plus ou moins de temps. Ça, c'est toujours pareil. On peut déléguer énormément sur ces aspects-là. Donc, il y a des possibilités. Il y a des aléas, comme dans beaucoup de choses, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que l'immobilier a sa part d'aléas. Et puis, il y a une gestion administrative sur des aspects fiscaux, comptables, etc., qui peut être contraignante. Mais c'est des choses qui peuvent se déléguer. On parlera de bien s'entourer tout à l'heure. C'est aussi des choses clés quand on fait de l'immobilier. On va vous présenter quelques projets très concrets parce que je le disais, l'investissement immobilier, c'est quelque chose de concret et du coup, on a eu envie de vous partager des expériences pour le coup de Erwan et moi-même. Et donc, je vais laisser la parole à Erwan qui va vous montrer un type de projet qu'on peut faire et qui peut être très intéressant pour se lancer dans l'immobilier. Exactement, merci Simon pour toute ta présentation. Donc en effet, là, le but est vraiment de rentrer dans du concret et de vous montrer ce qui peut être réalisé en termes d'investissement locatif. Donc là, on a le premier projet, pour faire simple, ça a été ce que moi j'avais réalisé, c'était un de mes projets locatifs. On parle d'investissement locatif là et on était donc moi j'avais ce souhait d'investir dans ma ville natale, là où j'ai grandi, parce que je croyais en l'immobilier dans cette ville et j'y crois toujours d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours ce logement locatif. Pourquoi je l'avais fait? Déjà à l'époque pour gagner de l'argent, je m'étais dit que voilà, le meilleur moyen quand même de s'enrichir, c'est de s'endetter. Alors c'est un réflexe de banquier presque, mais en tout cas c'était pour moi le top. Donc du coup, je suis parti sur un investissement locatif à Lamballe dans les Côtes d'Armor, si vous connaissez. C'est un locatif qui pour moi était intéressant parce qu'il y avait une partie qui était déjà louée, donc il y avait un local commercial au rez-de-chaussée. Donc j'étais sur un immeuble, j'ai acheté un immeuble du coup de 380 mètres carrés. Il y avait que le local commercial qui était loué au rez-de-chaussée et le reste était totalement à refaire. Donc j'ai acheté le bien 90 000 € et j'y ai passé un peu plus de 150 000 € de travaux. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a pris 3 ans au total pour réaliser l'intégralité des travaux. Je suis passé par 2 banques différentes avec un montage qui a été de faire une partie du gros œuvre et puis permettre la location du premier étage pour derrière permettre de refaire un emprunt, faire les travaux pour le 2e et 3e étage avec un nouveau crédit et avec les rentrées d'argent qui étaient cette délocation du rez-de-chaussée du premier étage. Voilà. Donc c'est un montage assez particulier, c'était un risque que j'ai pris mais qui était quand même assez intéressant. On le voit là du coup sur la partie loyer mensuel. Donc je loue l'intégralité à 2 390 € et puis du coup j'ai en face de ça un emprunt qui est de 1 490 € qui représente du coup l'intégralité des travaux. J'avais mis le minimum d'apport qui m'était demandé à l'époque, qui était l'équivalent des frais de notaire et des frais d'agence, donc moins de 10 000 €. L'avantage aussi, c'est que j'avais à la sortie du coup la partie déduction fiscale. Donc peut-être que certains d'entre vous sont assez connaissent l'immobilier et connaissent cette partie du coup de déduction fiscale. L'intérêt étant de faire un déficit foncier sur les travaux réalisés qui permettent du coup derrière la mise en location. Et donc, on a une possibilité de déduire fiscalement jusqu'à un maximum 10 700 € les travaux qu'on a réalisés et le
delta, puisque du coup j'en ai réalisé pour plus de 150 000 euros, pouvaient être répartis sur les 10 années suivantes. Voilà. Donc vous le voyez, la rentabilité 11,95%. Comment ça se calcule? C'est le loyer annuel divisé par le prix d'acquisition avec les travaux réalisés, et ça vous donne votre rentabilité calculée. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée des travaux, donc là j'ai recherché un peu les photos que j'avais faites quand j'avais acheté le bien, quand j'ai commencé à faire les travaux, et les biens une fois loués. Donc voilà, là, ça a été l'un des premiers bureaux qui a été réalisé au niveau du premier étage, et donc du coup d'avoir derrière un bureau professionnel du coup qui était un courtier en immobilier qui travaillait dedans. Là, on est sur un autre bureau, donc pareil, vous voyez les travaux qui ont été réalisés, des cheminées qui ont été cassées, des sols qui étaient dans des états assez pitoyables, puisqu'on était sur un immeuble du XVIIe siècle. Donc, il faut imaginer des écarts de sol et de plafond entre plus 25 et moins 25 cm d'un endroit à un autre dans la pièce, donc obligé de remettre l'intégralité des sols à droit. Ici, vous avez le seul logement, on va dire, privé, la seule habitation dans l'immeuble. Le reste est loué soit en local commercial, soit en pro, du coup. Et donc là, les travaux qui ont été réalisés, donc isolation, réalisation des sols, peinture, placo, changement des fenêtres, enfin voilà, c'était un vrai travail. Et donc là, vous voyez sur la droite, par exemple, le sol initial, on voit les murs qui sont en torchis, donc c'est vraiment la fabrication très à l'ancienne. Et à gauche, du coup, l'ouverture qui a été faite avec une terrasse de toit, du coup, au niveau de l'immeuble, du coup, qui donne pas mal de valeur aussi à l'appartement. Là, voilà encore un autre exemple sur toujours ce duplex. Donc là, on est à l'étage du duplex et il y a l'escalier qui permet de descendre au rez-de-chaussée du duplex. Donc pareil, enfin voilà, énormément de travaux pour réaliser cet ensemble. Et là, vous voyez le rez-de-chaussée du coup du duplex avec le parquet qui a été posé, la cuisine installée, et puis sur la partie gauche, voilà, vous voyez un peu l'envers du décor. C'est beaucoup moins joli, mais au moins ça vous donne un ordre d'idée du travail qui a été fait. Voilà, je laisse la main du coup à Simon pour présenter ce projet. Yes, donc du coup, donc là, le projet d'Erwan, plutôt sur donc ce qu'on va appeler un immeuble de rapport, hein, donc un bien immobilier avec plusieurs biens, on va dire, dedans, hein, donc bureau, local, habitation. Là, moi, je vais vous présenter un projet différent, qui est un projet de colocation, qui est sur la ville de Croix, donc juste en périphérie de Lille. Donc, on s'est implanté là-bas pour une raison bien particulière, c'est qu'il y a il y a des grandes écoles, et notamment une grande école qui est l'EDEC, donc pas très loin. Donc, c'était vraiment l'idée quand on s'est implanté là. Donc, l'objectif pour nous, c'était de gagner de l'argent hein, sur ce projet. On est sur du locatif meublé sous un format du coup colocation. Sur un budget total, alors on est plus proche des 300 000 que des 250 hein, en toute transparence. Et donc du coup, l'idée ça a été donc de transformer une maison qui était totalement dans son jus, de 150 mètres carrés, en une colocation de 5 chambres avec un grand living room, une cuisine, un jardin, etc. Je vais vous montrer des photos. Et un budget de travaux de 70 000 euros. Pourquoi, entre guillemets, si peu quand on fait le ratio au mètre carré parce que en fait, on a pris une maison qui était dans son jus, comme je l'ai dit, mais qui était en bon état. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grosses œuvres. Moi, c'est vraiment des endroits où on peut faire des bonnes affaires. C'est ce que j'aime bien appeler des maisons de mamie. Donc, c'est-à-dire que c'est des maisons où souvent on a des personnes qui ont vécu longtemps dedans qui ont été plutôt bien entretenues. Donc, elles sont dans leur jus, mais c'est bien entretenu et le bien, du coup, ne demande pas de trop gros travaux avec des problématiques de toiture, de structure ou des choses comme ça. Donc le projet, voilà à quoi ça ressemblait. Hein. Donc bon là, les travaux avaient déjà commencé. J'ai pas retrouvé de photos qui dataient d'avant les travaux. Mais donc voilà, on avait vraiment quelque chose avec des murs en torchis également, un jardin qui avait plutôt un désert de Jumanji, des murs un peu abîmés à certains endroits, un parquet qui était très beau mais qui n'était pas forcément hyper bien entretenu. Des beaux carreaux de ciment d'époque qui coûtent aujourd'hui une fortune chez Leroy Merlin. Hein, donc nous, on les avait vraiment d'origine. Et du coup, voilà un peu ce qu'on en a fait.
Donc, on a fait une colocation avec voilà, des grands espaces communs. C'est un choix. Hein. Aujourd'hui, il y a des maisons où justement on privilégie petits espaces communs et beaucoup de chambres, d'appartements. Donc là, on a vraiment fait des communs très confortables pour offrir vraiment une qualité de service entre guillemets donc à nos locataires et des chambres individuelles donc très confortables également avec une douche dans chaque chambre, un meuble vasque, un dressing, un coin bureau. Enfin voilà, les chambres sont spacieuses avec tout le confort nécessaire. Et puis le jardin, donc qui a un peu plus d'allure, je trouve, avec un terrain de pétanque qui permet par exemple du coup d'offrir du service et de réduire l'entretien, parce que du coup on a moins de pelouse à tondre, donc moins d'entretien dans le jardin. C'est ce genre de petits trucs qu'on peut mettre en place pour optimiser la gestion à terme d'un bien qu'on met en location. Donc voilà un peu le rendu aujourd'hui. 5 chambres, donc une rentabilité qui est un chouïa au-dessus des 10%, un projet total donc de 300 000 euros, donc tout inclus, hein, acquisition, frais, travaux, mobilier, on a vraiment tout fait financer. Et la petite particularité de ce projet qu'on a réussi à faire financer sans apport, donc on a mis 0 € dans le projet. On a réussi à avoir des financements, on le disait tout à l'heure, hein, les financements sans apport, c'est de plus en plus dur, mais ça existe encore. Pour info, la stat, je l'avais trouvé sur 2021, l'apport moyen a augmenté de 16% sur l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de mettre de plus en plus d'apports, mais en tout cas, c'est encore possible. C'est ça l'idée derrière ce message, c'est que des projets sans apport, c'est encore possible. Donc, 10% de rentabilité nette, 2500 € de loyer, 1180 € de crédit, un cash flow mensuel donc de 1200 € par mois. Et donc là, tout à l'heure, Erwan parlait de l'aspect fiscalité de son projet, qui était plutôt donc sur ce qu'on appelle le déficit foncier. Là, pour le coup, on est sur un autre statut. C'est le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui permet, via donc un mécanisme comptable d'amortissement, d'amortir le foncier, d'amortir les travaux et de se retrouver avec un résultat fiscal, un résultat comptable à 0 €, voire négatif les premières années, qui permet donc là sur ce projet-là de payer 0 € d'impôt pendant 8 ans. Donc plutôt cool et bon à prendre très clairement. Donc ça c'est pour la particularité de ce projet. Et puis je voulais vous présenter un autre projet. Je parlais tout à l'heure d'achat-revente. C'est des projets qui peuvent faire peur. On peut se dire c'est réservé aux marchands de biens ou aux promoteurs. Et ben du coup je voulais vous montrer que c'était au final des choses qui sont accessibles à tous. Et en l'occurrence des achats-reventes en résidence principale. Aujourd'hui, la capacité quand vous avez en gros 2 CDI, une situation financière saine, vous avez la capacité d'avoir un emprunt, et ben vous pouvez faire des projets d'achat-revente en résidence principale. Alors, vous pouvez pas les cumuler si vous en faites un tous les 2 ans ou même un tous les ans. Enfin, à un moment donné, l'administration fiscale va venir vous taper sur les doigts. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent se faire de temps en temps. Donc là, l'idée, c'était d'acheter une maison pareil, un peu dans son jus, pas de gros travaux. C'était surtout de la rénovation et remettre au goût du jour et de pouvoir la revendre une fois les travaux finis. Donc, le budget, il a été de moins de 200 000 €, puisque de mémoire, on était plutôt aux alentours des 185 190 000 €. Donc, on a rénové une maison de 95 mètres carrés en périphérie lilloise également. On a créé 2 chambres, puisqu'il y avait une chambre qui était traversante qu'on a réussi à fermer avec un ouvrant et d'avoir les 9 mètres carrés nécessaires pour la considérer comme une chambre. Donc, on a créé une deuxième chambre et on a aménagé les combles pour créer une suite parentale, avec sa propre salle de bain. Et au final, un budget de travaux de 30 000 € sur le projet. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc vous voyez un peu les photos en haut du avant, donc quelque chose qui n'était pas en soi moche, mais qui était vraiment dans son jus, des parquets qui étaient mal entretenus, une cuisine qui n'était pas du tout équipée, un carrelage dans le séjour qui était un peu vieillot. Et du coup voilà, on est revenu anoblir, on va dire un peu le bien en remettant des belles matières, des beaux matériaux. Donc un parquet en bois massif. On a retravaillé tous les parquets des étages. Et on peut le voir au niveau de la suite parentale avec la salle de bain. On a refait la cuisine également avec un plan de travail en quartz. Enfin, voilà, des matériaux nobles, apporter de la valeur. En fait, l'idée dans des projets comme ça, c'est toujours ça, c'est créer la valeur. On le voyait avec le projet d'Hermès et puis les différents projets que je vous présente. On part de quelque chose qui est dans un état moyen, ou en tout cas, comme j'aime bien le dire, dans son jus, et on vient apporter de la valeur en apportant la rénovation, en créant des pièces, en réagençant un bien, voilà. Et en apportant la valeur, c'est vous qui créez la richesse
et donc c'est vous qui récolterez forcément les fruits, on va dire, de ce projet. Donc, pour donner quelques chiffres, c'est un bien que j'ai gardé en possession 6 mois. Donc, je l'ai acheté en août et je l'ai revendu début mars. Donc, j'ai eu le bien en ma possession pendant 6 mois. J'ai pas payé d'impôts puisque donc on a fait ça sous un format résidence principale. Alors là, au final, on a fait en fait, sur la défiscalisation de la plus-value, vous avez deux options. Soit c'est une résidence principale, c'est-à-dire que vous vivez dedans. Et quand vous la revendez, bah, vous n'avez pas de plus-value. Enfin, vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value, pardon. Ou alors, vous avez une autre option, c'est le réinvestissement de votre plus-value dans votre résidence principale. Donc, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'ai déclaré au niveau de l'administration fiscale pour être dans les règles, c'est que ce bien a été revendu comme une résidence secondaire. Donc, j'aurais dû payer une taxe sur la plus-value. Mais j'ai déclaré auprès de l'administration fiscale que j'allais réinvestir cette plus-value dans ma résidence principale, puisque là, actuellement, j'ai un projet pour faire ma résidence principale. Et donc, j'ai réinvesti cette plus-value dans ce projet. On a 2 ans pour le faire auprès de l'administration. Et du coup, ça permet d'être exonéré de TVA, enfin pas de TVA, pardon, exonéré d'impôt sur la plus-value, je vais y arriver, sur cette même plus-value. Donc, 0 € d'impôt et une rentabilité de l'opération à 20%. Donc, qui était clairement l'objectif recherché aujourd'hui, et avec un financement bancaire qui a été fait sous une forme de financement de résidence principale, ce qui était le cas, avec une négo particulière, enfin 2, le différé d'emprunt pour pas avoir de mensualité à payer pendant la durée des travaux, et le fait de pouvoir avoir un remboursement anticipé sans frais, pour justement éviter d'amputer ma plus-value de 4 000 ou 5 000 € d'intérêt à payer quand on fait un remboursement anticipé. Donc, c'est des petites particularités à bien penser quand on fait ce genre de projet. Mais voilà, c'est des projets qui peuvent aller, entre guillemets, vite, je mets des guillemets, parce que ça demande quand même du temps et de l'investissement. Mais voilà, on peut faire ce genre de projet également et générer une plus-value assez intéressante. Pour clôturer un petit peu, après, on va prendre un temps pour des questions-réponses. L'idée, c'était d'éveiller, d'évangéliser l'investissement immobilier, vous permettre de vous rendre compte que c'est possible, que c'est accessible. On vous a fait un petit condensé de 3 conseils à retenir et je vais laisser la main à Erwan pour ce premier conseil et puis pour le deuxième aussi du coup. Ça marche. Donc du coup, en effet, le premier, donc on est parti un peu sur la partie bancaire, concrètement, c'est une période qui est vraiment top pour investir. On est sur des taux à 1,25 sur du 25 ans, autant dire, c'est presque gratuit. On emprunte presque à 0%, concrètement. On peut avoir des très bons taux sur du 25 ans à 0,90, sur du 15 ans à 0,6. C'est vraiment fou de pouvoir le faire. Il faut pouvoir en profiter. C'est vraiment le maître mot pour moi, en tout cas là-dessus. Après, en effet, donc il y a quand même des consignes et l'investissement n'est pas aussi facile que ça. Il y a quand même à respecter un taux d'effort qui est 35%. On en parlait en tout début. Donc ça d'un côté assouplit la règle parce qu'avant on était à 33%. De l'autre côté, ça la complexifie aussi, puisque du coup, les banques avaient quand même une tolérance à pouvoir monter jusqu'à 35, 37, 38, 40, 50% selon les revenus des personnes. Maintenant, au-delà de 35%, ils ne pourront avoir que 20% de leurs dossiers qui seront au-delà des 35%. Donc, du coup, ça limite quand même les capacités d'emprunt. Cependant, moi, je me suis renseigné, parce que je suis quand même un peu moins dans la partie maintenant. Je me suis renseigné sur les conditions bancaires. Il y a quand même des choses qui sont favorables aux investisseurs, notamment sur la prise en compte des primes. Si vous avez une part variable, certaines banques peuvent aller maintenant jusqu'à 100% des primes quand elles sont récurrentes et qu'il y a alors qu'avant on était tout le temps à retenir 80%. Ils peuvent aussi retenir jusqu'à 100% des loyers qui sont perçus dans les biens que vous avez déjà en location. Ceux qui sont à venir resteront toujours à 80%. On le précise aussi, donc avoir une épargne de précaution, soit une épargne qui est investie dans le projet. C'est vrai que les banques aiment bien quand les frais de notaire et les frais d'agence sont apportés, ou alors quand il y a 10% d'apport sur le projet, voilà. Mais ça n'est pas une obligation. Certaines banques vous demandent est-ce que vous ayez plutôt de l'épargne de côté, de précaution après réalisation de l'acquisition. Et même pour vous, c'est toujours quelque chose qui est très important parce qu'il est possible que dans les premiers mois, vous n'ayez pas de locataire selon la zone où vous achetez. Donc,
Donc, il faut quand même avoir ce petit matelas de sécurité. Et puis, si vous avez des imprévus, c'est toujours important d'en avoir. Pour l'investissement locatif, donc dans le cadre plutôt locatif, du coup, idéalement être propriétaire de sa résidence principale, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour les banques. C'est pas une obligation. À titre perso, quand j'ai acquis moi l'immeuble, j'étais locataire, donc c'est quelque chose qui est faisable. Après, il faut quand même avoir des reins solides quand on est locataire de sa résidence principale. Dans ce cas, l'épargne de précaution sera vraiment obligatoire. Et puis après, favoriser les zones, donc A, B1 et B2, du coup. Ces zones-là, donc concrètement, les zones A, c'est toutes les grandes villes, Paris, Marseille, Lille, Bordeaux, voilà, pour faire simple. Les B1, ça va être les villes intermédiaires. Vous avez du Rennes, vous avez du Tours, Angers, voilà, toutes ces villes comme ça. Et puis après, en B2, vous aurez les villes encore intermédiaires, dans les entre 25 et 50 000 habitants. Et puis après, vous avez les zones C, qui sont là dans le cadre du locatif, beaucoup plus compliqué. Voilà, beaucoup de banques ne retiennent pas de revenus locatifs quand on est sur du C. Donc voilà, ça peut être complexe. Par contre, vous pouvez aussi faire des super coups sur de la zone C. C'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Voilà pour la partie investissement bancaire. Vas-y. Je rebondis juste avant sur ce que tu as dit sur le taux d'emprunt. C'est vrai que c'est important de le regarder aujourd'hui et ils sont de plus en plus bas. Après, ce qu'il faut avoir à l'esprit sur un investissement locatif, et je précise bien sur un investissement locatif par rapport à une résidence principale, c'est que c'est pas vous qui allez supporter le coût du crédit, ce sont vos locataires. Donc, c'est sûr que plus le taux est bas, plus la mensualité sera basse et plus le projet sera entre guillemets rentable. Il y aura du cash flow potentiellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'inverse d'une résidence principale, c'est pas vous qui supportez le coût du crédit, ce sont vos locataires en payant leur loyer. Et donc, du coup, on va dire que ce taux d'emprunt a moins d'incidence, on va dire, sur le coût réel pour vous de cet argent en fait que la banque vous. C'était juste pour préciser, parce que c'est vrai que dans l'investissement locatif, moi je dis toujours la durée et le différé quand on fait des travaux ont plus de sens que le taux d'emprunt, le taux d'intérêt en lui-même, puisque le taux d'intérêt, c'est pas vous qui le supportez, ce sont vos locataires qui le payent via les loyers. Et encore une fois, même si on continue dans cette idée, un écart de 0,10 de taux sur un crédit de 100 000 euros, ça représentera 4-5 euros. Clairement, c'est pas ça qui fera la rentabilité de votre projet. Si vous êtes vaut mieux mener à bien, c'est ça. Par mois, c'est pas bon. Vaut mieux mener à bien un projet avec un taux un peu plus élevé que de passer à côté d'un projet parce qu'on a un taux à un 4, un 5, alors que en ce moment, mon collègue ou ma sœur, elle a eu un 20, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, faut pas hésiter. Et du coup, je vais rebondir sur les zones dont tu parlais, Erwan. Ouais. Puisque du coup, le deuxième conseil qu'on avait à vous donner, et on était d'accord avec Erwan sur cette règle basique de l'immobilier, mais voilà, c'est qu'en gros, il y a 3 règles, hein, c'est l'emplacement et l'emplacement. Que ce soit dans les villes, dans les zones géographiques où vous allez aller, mais moi je dirais même de manière plus restreinte, j'appelle ça les intérêts économiques que vous allez avoir autour de votre bien, entreprise, école, accessibilité, transport en commun, enfin voilà, c'est des choses hyper importantes à regarder quand vous vous lancez dans des projets comme ça, parce que c'est des atouts, c'est ce que les gens vont rechercher et c'est hyper important de bien sélectionner l'emplacement parce que ce sera la clé de la réussite du projet sur le fait de trouver des locataires, d'avoir des bons locataires, etc. Et enfin, troisième conseil qu'on voulait vous donner, c'est le fait de vous entourer, que ce soit par des notaires, des comptables, des fiscalistes. Il y a énormément de professionnels. On peut avoir peur quand on se lance, entre guillemets, ou se dire « Ah, ça va me coûter des honoraires, je vais devoir payer aujourd'hui 500 € d'honoraires, etc. » Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un dossier mal ficelé aujourd'hui, ça peut vous coûter très cher demain. Dans l'immobilier, on parle de sommes conséquentes. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, on se doute bien que quand on va se prendre un problème avec le fisc ou un problème comptable ou un problème X ou Y, les sommes peuvent être très conséquentes. Donc, moi, je vous invite vraiment et je vous recommande à vous entourer de professionnels parce que 500 € de frais de conseil aujourd'hui, c'est potentiellement 5 000 €, voire même beaucoup plus de tracas en moins pour demain. Donc vraiment, il y a énormément de professionnels pour avoir des bons conseils et le meilleur professionnel que vous pouvez trouver, c'est un notaire et lui saura vous rediriger si c'est pas son corps de métier. Un notaire pourra vous rediriger vers un comptable, vers un fiscaliste, vers un professionnel adapté. Mais vraiment, je vous invite à vous faire accompagner, à vous faire renseigner sur ce sujet-là. Et pour information également, pour finir sur l'aspect notaire,
sachez que quand vous achetez un bien, souvent c'est le notaire des vendeurs qui est choisi pour faire la vente. Donc il est officier d'État, donc il est neutre, mais vous avez la possibilité d'être accompagné par votre propre notaire sans que ça vous coûte d'argent, puisque c'est juste que les frais de notaire vont du coup être divisés entre le notaire des vendeurs et votre notaire. Mais vous pouvez avoir un notaire qui vous accompagne sur une vente sans que ça vous coûte des frais. Voilà, sachez-le, quand vous faites des achats, c'est pas des choses à prendre à la légère, et donc du coup, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, je pense que là, on vous a mis les coordonnées pour éventuellement nous contacter. Exactement. Merci à vous. Merci une à bonne tous. soirée et puis Très bonne à soirée. bientôt.